Le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. La France fait-elle encore la pluie et le beau temps en Afrique dite francophone? Pendant 60 ans, Paris a décidé pour ses anciennes colonies. L'Élysée a multiplié coups bas, coups d'éclat et coups d'État, faisant et défaisant les tyrans sur une partie du continent. Et la patrie des droits de l'homme n'a jamais hésité à se salir les mains. Il suffisait qu'un président africain s'émancipe un peu trop de la tutelle française pour qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Ce fut le cas de Sylvanus Olympio au Togo ou de Thomas Sankara au Burkina. Mais au fil des années, la France a perdu la main. Au grand marché de l'impérialisme, notre pays a fini par être grand remplacé par d'autres, Russie et Chine en tête. Mais si la France-Afrique est moribonde, elle n'est peut-être pas tout à fait morte. Le monstre bouge toujours. Il garde son pouvoir de nuisance intact, comme ce jour où du fond d'un pays d'Afrique centrale, j'ai reçu de drôles d'enregistrements audio qui n'auraient jamais dû tomber entre mes mains. Allô? Oui, mon fils. Oui, bonjour. Bonjour, Excellence. Bonjour, patron. Le monsieur qu'on appelle Excellence et patron est français. Il s'appelle Norbert Gazier. Le nom ne vous dit rien sans doute. Il y a quelques semaines, il ne me disait pas grand-chose à moi non plus. J'ai donc enquêté sur ce monsieur très discret qui se fait appeler Vincent auprès de ses interlocuteurs. Norbert Gazier n'est pas militaire pour un sou. Il n'a rien d'un Bob Denard ou même d'un Malotru. Non, c'est un pied nickelé vieillissant, presque d'un autre temps. Né en 1950, Gazier vit depuis la fin des années 90 au Cameroun, où il s'est marié, et où il a fondé à Yaoundé une entreprise de communication au nom pas très local, Sayonara. L'homme se fait passer pour publicitaire, entretient quelques relations avec le pouvoir en place, et grenouille dans le milieu des expatriés. Il se présente même parfois comme un conseiller à l'ambassade de France au Cameroun, alors qu'à notre connaissance, il n'y travaille pas. Son nom se retrouve subitement sur la toile en 2019, quand un pays voisin du Cameroun, le petit État pétrolier de Guinée équatoriale, réclame son extradition. Et pas pour n'importe quel délit. Norbert Gazier aurait été mêlé à des tentatives de coup d'État contre le président équato-guinéen, le richissime dictateur Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979. Le 3 janvier, la Guinée équatoriale avait déclaré avoir déjoué un coup d'État. Un groupe de mercenaires étrangers, des Tchadiens, des Centrafricains et des Soudanais avait voulu, selon Malabo, attaquer le chef de l'État qui se trouvait dans son palais de Koité-Mongomo à une 50aine de kilomètres du carrefour des 3 frontières. 2 putschs échouent lamentablement et successivement, et les têtes tombent. Les opposants équato-guinéens sont condamnés à des peines de prison records dans des procès staliniens. Les mercenaires tchadiens et centrafricains, qui avaient été embragués dans cette barbouzerie, fuient pour échapper aux foudres d'Obiang Nguema. Le potentat équato-guinéen fulmine. Il soupçonne même la France d'avoir orchestré le coup d'État. Cette même France avec laquelle il ne s'est jamais entendu. Cette France qui a osé saisir l'immeuble parisien de son fiston chéri, condamnant Obiang Junior à 3 ans de prison avec sursis dans l'affaire des biens mal acquis. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, a-t-on voulu vous renverser, voire vous tuer à cette occasion? Un groupe de terroristes du Tchad, de nationalité tchadienne, et nationalité centrafricaine, notamment Sénéca, qu'aujourd'hui arrive à convertir à un groupe terroriste. Un groupe de Soudanais préparé malgré avec certaines personnalités en France. Alors, vous avez parlé de la France. Vous dites que l'action a été déclenchée depuis la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis en ce moment à la mesure de citer des personnes. Je demande la collaboration du gouvernement français pour faire l'enquête. Les éléments que j'ai en ce moment, c'est que le financement venait de certaines personnalités de la France. Aucune de ces personnalités françaises ne sera jamais inquiétée. L'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet, que la Guinée équatoriale décrit comme un des cerveaux du putsch, niera farouchement son implication. Le rôle de Norbert Gazier est plus trouble. Le média a réussi à rentrer en contact avec plusieurs mercenaires qui avaient été recrutés pour l'occasion. 2 d'entre eux
m'ont affirmé sous couvert d'anonymat avoir reçu de fortes sommes d'argent et du matériel de la main même de Norbert Gazier lors de rencontres au Cameroun. Il travaille en privé pour le gouvernement français. Il est tout proche même de l'Élysée, c'est ce qu'il me dit. Tu penses que c'est vrai ou qu'il raconte un peu sa vie? En tout cas, moi, je suis en Afrique ici et en Brousse, donc tu vois. Et c'est quelqu'un qu'on se connaît très bien. moi, j'ai pas eu la chance d'aller en France ou aller à l'Élysée. C'est celui qui prétend dire ça. Et avec les actions qui des fois, il y a des preuves qui montrent tout ça. Donc, pour moi, bon, ça peut être. Parce que c'était lui qui avait financé là, ce qui se passait en Guinée équatoriale, non? En 2017. Oui, c'était lui avec les partenaires, avec ses partenaires, les opposants de la Guinée équatoriale. C'est eux qui nous ont mis dans la merde jusqu'aujourd'hui. Mais c'est lui qui a amené l'argent. Je ne peux pas vous dire avec exactitude l'argent d'où ça sort. Mais la personne qui nous amène, c'est Javier, et c'est Gazier. Oui, mais si c'est début ou que ça soit la France, mais en tout cas, ça sort de l'Europe. Mais après l'échec du putsch en Guinée équatoriale, Gazier passe étrangement entre les mailles du filet. Il continue à couler des jours heureux entre la France et le Cameroun. Il cherche même à remettre sur pied la fine équipe de Barbouze, en assurant avoir appris des erreurs du passé et en cherchant surtout de l'argent frais. Mais je te dis que moi je veux pas je veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois, parce que c'était trop pénible pour vous. Il faut que eux, ils me confirment qu'il y a les moyens financiers. D'accord. Et ils ont l'air comment? Je sais pas, c'est un des gars qui restait de la première équipe, hein. Mais pour le coup, Norbert Gazier ne s'intéresse plus à la Guinée équatoriale. Il a jeté son dévolu sur un autre pays d'Afrique centrale, béni des dieux mais détruit par les hommes, la République centrafricaine. Cet État failli sort péniblement de 10 années de guerre civile. Il est aussi le théâtre d'une guerre froide entre la France et la Russie. L'influence hexagonale y a considérablement décliné depuis qu'en 2017, les sanguinaires mercenaires de Poutine ont débarqué dans cette ancienne chasse gardée française et ont pactisé avec le président Faustin-Archange Touadéra. Depuis, à l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on estime avoir perdu un pan de notre précaré et on ne décolère pas de ce grand remplacement impérialiste. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. La France est tellement folle de rage qu'on la soupçonne même de soutenir les rebelles centrafricains qui cherchent à renverser le président Touadéra et ses alliés russes de Wagner. Une accusation en l'air? Une fake news montée de toutes pièces? Peut-être pas. Dans ses audios datés de juin et juillet dernier, et que le média publie pour la première fois, Norbert Gazier insiste pour que la rébellion centrafricaine se fédère autour d'un leader unique avant de fondre sur la capitale, Bangui. Il faut que vous vous réunissiez et qu'il y ait quelqu'un, sauf si, par exemple, Babaladé prend... C'est la raison par laquelle je t'avais parlé de Babaladé, parce que je sens que ce monsieur, il a la possibilité de devenir ce leader. Mais il faudrait qu'il soit d'accord, qu'il en parle à d'autres personnes, à Nordine et puis à Ali, par exemple, et puis que je le rencontre. Les chefs rebelles que Gazier cite ne sont pas des enfants de cœur, loin de là. Babaladé est un seigneur de guerre tchadien qui a écumé le nord de la Centrafrique avant d'être nommé directeur du renseignement militaire au Tchad, l'indéfectible allié de Paris. Également cités par Gazier, Noureddin Adam et Ali Darassa se sont distingués par leurs nombreux crimes de masse qui ont plongé la Centrafrique dans une atroce guerre confessionnelle dont elle a failli ne pas se relever. Sous sanction des Nations Unies, les deux chefs rebelles s'entendent pourtant comme larrons en foire avec Paris, qui les soutient, ou tout du moins les tolère depuis une bonne dizaine d'années. En témoigne ce rapport de l'ONG américaine The Sentry. Plusieurs témoins et sources disposant d'informations de premier plan
ont indiqué à The Century qu'à partir de septembre 2014, plusieurs rencontres ont eu lieu entre Ali Darassa et des officiers de l'armée française de l'opération Sangaris. Selon ces mêmes sources, les discussions visaient à sécuriser les intérêts français en Centrafrique en échange d'un soutien politique, logistique et militaire aux milices armées issues de la Séléka. Pour contrecarrer la présence russe en Centrafrique, la France serait-elle prête à s'allier avec le diable, avec des rebelles qui n'aiment rien tant que l'argent et le sang? Nos services utiliseraient-ils de discrets émissaires comme Norbert Gazier? Quoi qu'il en soit, Gazier semble avoir une idée très précise de ce qu'il faut faire pour déstabiliser le régime centrafricain. Et Nordine, plus de nouvelles? Nordine, il est là, non? Il est là. Il est là. Moi, j'ai dit à quelqu'un de proche de Nordine, j'ai parlé avec lui, et Nordine est parti du côté du Soudan. Il n'est pas encore revenu à cause de la pluie. Parce que là, faut vraiment que vous vous réunissiez, là. Parce que tu as vu que les gens de Wagner, il y en a beaucoup qui sont repartis en Russie là, à cause de la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup moins de gens de Wagner en ce moment qui protègent le président. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Ben voilà. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Mais le problème, c'est que vous allez commencer à faire les opérations, mais avec le peu de munitions et des choses qu'on a, nous, de notre côté ici, ça ne peut pas nous amener jusqu'à Bangui, mais si on arrive à trouver peut-être un coup de main, oui, on peut lancer les hommes, aller au Soudan et prendre tout ce qu'il faut et continuer. Mais pourquoi vous prenez pas au FACA? Les FACA, vous pouvez leur prendre beaucoup de choses à ces gens-là. Ils ont peur. Ils ont peur, ils sont éparpillés. Les FACA sont éparpillés. Ils sont pas comme avant dans un camp où ils sont nombreux, tout ça. Je ne sais pas, c'est la peur qui fait que... Donc ils sont plus mobiles que sur place. Mais il y a bien un endroit où ils mettent toutes leurs munitions, tout ça. Pourquoi vous vous occupez pas de ça? Il faudrait que vous coordonniez tout ça pour prendre toutes ces munitions et après vous êtes tranquille. Oui, c'est des choses qu'on faisait avant. C'est des choses qu'on faisait avant, mais actuellement, il n'y a pas un bon leader. C'est ça le problème. Ah ouais, je vois. Et Bozizé, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, depuis que la saison pluvieuse a commencé, il ne s'est pas apparu, il est parti rester de l'autre côté. Et... je ne sais pas. C'est pénible, hein. Je ne sais pas si la France est en train de faire quelque chose, mais en tout cas, nous, on ne connaît pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent, les caisses sont complètement vides. Quelques jours après cette conversation, Norbert Gazier revient à la charge. Et cette fois, il a une idée. Il veut toucher l'ennemi en plein cœur. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 3R, là. Vous avez des projets? Il faut que tu m'en parles. Maintenant, si vous avez la possibilité, là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. À Bangui, aucune chaîne de télévision n'a été attaquée. Mais depuis ces enregistrements audio, Norbert Gazier est visiblement passé à la vitesse supérieure. Il semble avoir obtenu des financements pour sa folle équipée. De qui? Mystère et boule de gomme. Il n'en reste pas moins que ces dernières semaines, le Français a envoyé plusieurs mandats Western Union à des commandants rebelles, en exigeant d'eux un plan d'attaque sur Bangui. Et, coïncidence troublante, le 26 septembre dernier,
le journaliste spécialisé sur l'Afrique centrale, Christophe Rigaud, annonçait dans un tweet que Noureddin Adam, vous vous souvenez, ce seigneur de guerre recherché par la CPI et qui a longtemps été dans les bonnes grâces de Paris, eh bien ce Noureddin Adam s'apprête, je cite, à marcher sur Bangui après avoir pu fédérer de nombreux groupes armés. Une très bonne nouvelle pour Gazier et ses mystérieux mécènes. Leur plan serait-il en train de se réaliser ?